Bonjour à tous. Merci Monsieur Janet de nous avoir donné l'occasion de témoigner de notre petite expérience dans l'industrie textile aujourd'hui. Alors je suis Jérôme Perminja, je suis le repreneur d'une vieille entreprise bretonne qui s'appelle le Minor, que peut-être certains d'entre vous connaissent, et qui va fêter ses 100 ans cette année. Je vais essayer de vous présenter rapidement l'entreprise de manière globale et puis les problématiques qu'on trouve en tant que fabricant textile qui utilisons beaucoup de coton puisque c'est 85% de notre production est faite à base de coton. Donc on est plutôt dans la cible aujourd'hui. Alors le Minor, c'est une entreprise qui va fêter ses 100 ans cette année, en 2022. C'est la plus ancienne bonnetterie bretonne encore en activité. C'est-à-dire que nous sommes les derniers Français à fabriquer 100% de nos vêtements sur le même site industriel qui est situé à Guidel en Bretagne. L'entreprise a été donc créée en 1922. De 1950 à 1980, c'est l'âge d'or de l'entreprise. Il y a plus de 750 personnes qui sont réparties entre Pont-l'Abbé et Guidel en Bretagne. En 1982, il y a une fusion de deux entreprises, une entreprise qui s'appelle la MBL et la marque Le Minor. Et de 1988 à 2018, l'entreprise est en déclin. Alors, elle connaît les affres des difficultés de l'exportation textile française dans le monde. Et néanmoins, les propriétaires de l'époque font trois choses importantes. La première, c'est qu'ils n'ont jamais délocalisé la production. La production est restée 100% à Guidel. La seconde chose qu'ils font, c'est qu'ils gardent un grade de qualité irréprochable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la promesse de nos vêtements, c'est qu'un vêtement en coton, le Minor, vous le gardez au moins 20 ans, et un vêtement en laine, c'est au moins 40 ans, alors ce qui pose des problèmes de business in fine, mais en tout cas, c'est une promesse qu'on veut faire à nos consommateurs, à nos clients. Et la troisième chose, c'est qu'ils ont développé un marché à l'export, et notamment en Asie. Et donc, on est une marque bretonne qui exportions en 2018, lorsque nous avons racheté l'entreprise, 95% de sa production vers l'Asie, notamment le Japon, la Corée et Taïwan. Alors je vous présente un mini-film qui vous présente les étapes de fabrication des vêtements à Guidel. Donc nous, on achète du coton écru ou du filetin et il arrive à Guidel. Donc ça, c'est l'usine qui va être retapée cette année. Donc, ici, dans le film que vous venez de voir, toutes les étapes de fabrication sont donc réalisées à Guidel et à Quimper, où on a ouvert un deuxième atelier en 2019, qui est un atelier uniquement d'assemblage. Il y a une seule étape que nous sous-traitons, c'est une étape de stabilisation que nous réalisons à Roanne. Mais c'est la seule étape de la fabrication qui n'est pas faite en Bretagne. Donc les missions et le projet de notre marque, c'est de continuer à fabriquer des vêtements durables, désirables et éternels en sauvegardant des savoir-faire textiles traditionnels en France. Pour rappel, quand on a acheté cette entreprise, la moyenne d'âge était de 58 ans et il y avait plus que 22 salariés. Aujourd'hui, nous sommes 62 et la moyenne d'âge est passée à 34 ans avec un gros focus sur la production. Donc on a sécurisé les savoir-faire industriels qui sont bientôt centenaires. Et donc c'est ça qu'on veut continuer à développer dans les années à venir. On veut devenir le référent des vêtements de haut en maille et on veut devenir la première OIMN BADVB. Alors ça veut dire Old Industrial Manufacture Native Born Again Digital Vertical Brand. Donc en gros, pour la faire courte,
C'est qu'aujourd'hui, dans l'industrie textile, les marques qui marchent, ce sont des marques digitales. Je peux citer Cézanne, par exemple, Bali Baris, qui sont des marques françaises, en tout cas, qui cartonnent sur le web. Et aujourd'hui, une industrie qui fabrique 100% de ses vêtements sur le territoire breton n'a pas d'autre choix que de développer le digital et la vente en direct aux consommateurs. Et donc, il faut qu'on puisse s'appuyer sur notre savoir-faire industriel tout en développant notre impact digital. Et donc, c'est tout l'enjeu des années à venir. Aujourd'hui, on a plusieurs typologies de produits, des produits iconiques ou historiques et des produits plus modes. Donc, on a segmenté la marque en deux typologies de produits. Le minor manufacture, qui sont des produits hérités de l'ADN marin. C'est généralement des pulls ou des marinières d'inspiration marine, des tricots en coton. On a une grosse problématique là-dessus, c'est qu'on a une concurrence agressive dans la maille marine, notamment en France, avec la présence à minima de deux gros fabricants bretons. Et on ne peut pas aujourd'hui se démarquer d'eux sur la typologie des produits qu'on fabrique. Globalement, on est exactement sur le même segment, sauf que nous, on fabrique en France, donc on a des coûts de fabrication élevés qui font que le consommateur ne comprend pas forcément la différence de prix qu'on peut proposer. Donc on a été obligé de développer une autre typologie de produits, qui sont des produits beaucoup plus modes, qui sont adaptés à une clientèle plus jeune. Donc on va trouver des hoodies, des sweats, des t-shirts, des henley. Et là, notre problématique, c'est donc d'émerger sur un segment mode premium où la marque n'existe absolument pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la distribution, elle est encore B2B à hauteur de 82%. Et quand on a racheté l'entreprise, elle était à 2% en B2C. Elle est passée à 18%. Donc en B2B, c'est 80%, enfin c'est principalement en France et en Asie. Donc en France, on a deux typologies de produits qui sont distribués, la gamme manufacture et la gamme collection, dans des réseaux de distribution soit traditionnels, soit des réseaux de boutiques de prêt-à-porter haut de gamme, qui sont par exemple, alors pour l'Asie, on distribue 98% de coton, 2% de laine sur l'Asie, mais en France, c'est principalement de la laine aujourd'hui. Au Japon, on a 1200 points de vente. Si vous êtes déjà allé au Japon, vous devez peut-être connaître ceux que je cite. Isetan, Galeries Vie, Tomorrowland, Beams, Chips, Iena, Journal Standard. Ce sont des boutiques très haut de gamme où les produits de la marque sont vendus aux alentours de 200 € pièce en coton. Hein. Donc c'est des prix quand même assez élevés. Et en France, enfin sur le B2C, pardon, qui représente 18% de notre chiffre d'affaires, c'est principalement notre site internet et puis deux boutiques, une à Paris et une à Guidel, dont la grosse partie est un magasin d'usine. Notre ambition à 5 ans, c'est de développer le B2B, de diminuer le B2B à 50% de notre chiffre d'affaires, en gardant l'Asie évidemment comme premier marché et en développant la France et l'Occident, et bien évidemment de développer le B2C, en France et en Occident. Donc notre objectif à très court terme, il est finalement de réaliser un retournement de business model qui est indispensable pour garantir une rentabilité minimale pour une marque de mode qui fabrique en France. Hein. Je précise bien que ça, c'est une problématique peut-être un peu de niche, parce qu'on est une marque de mode qui fabrique en France. Il n'y a vraiment plus beaucoup. Alors, j'ai voulu vous présenter la façon dont on construisait un prix de vente aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est visible. Donc, on divise un prix de vente en plusieurs blocs. Le bloc matière première, qui représente, en fait, qui est constitué de l'achat de fils teints, et puis des fournitures de production, des fils, des boutons. Globalement, aujourd'hui, on achète 9,50 € au kilo le fil de coton teint. Les crus, il est un peu moins cher, mais en tout cas, le fil de coton teint, c'est ce qu'on achète quand on achète par plusieurs centaines de kilos, voire tonnes. Et on a un petit forfait. Donc aujourd'hui, sur ça, c'est un produit en coton. Le prix que je suis en train de décomposer, c'est un produit en coton de type polo ou marinière à manches longues, qui est vendu dans un réseau de distribution B2B à 100 € pièce. Donc le consommateur final va acheter ce produit 100 € pièce. Donc vous voyez que la matière première, on en utilise 500 grammes, et on en achète, ça représente 4,75 € des 100 € qui va être le prix final payé par le consommateur. Ensuite, on a la transformation, donc la transformation interne et la transformation sous-traitée, le tricotage, le matelassage et l'assemblage, qui sont les étapes que vous avez vues dans le film,
et ensuite l'étape de stabilisation qui est sous-traitée. Donc on arrive à un prix de revient de notre produit qu'on vend 100 € à 25 €. Ça, c'est notre prix de revient. Et la matière première représente 19% de ce prix de revient, puisqu'elle représente 7,25 €. Et là interviennent les marges de distribution. Donc, je vous rappelle que le prix de revient est de 25 €. On a une marge de fonctionnement qui consiste à pouvoir payer les salaires de la structure, évidemment, l'électricité, le gaz, tous les besoins fondamentaux de l'entreprise, ce qui nous amène à un prix wholesale théorique de 40 €. Et là-dessus, il ne faut pas oublier la première marge qui est la marge d'intermédiation, c'est-à-dire l'agent qui va faire le lien entre la marque fabricante et la boutique, qui prend entre 12 et 15%. Alors sur les boutiques haut de gamme, généralement c'est 15%. Donc on arrive à un prix de vente wholesale de 46 €. Et là, les boutiques appliquent un markup de 2,5 pour nous amener à un prix de vente final TTC de 115 €. Pardon, je vous ai dit 100, c'est 115. Et le coton représente, la matière première représente que 4% du prix de vente final. Aujourd'hui, on est contraint par la marge de distribution. Alors il y a des marques qui s'en affranchissent, qui sont les marques, les DNVB dont je parlais tout à l'heure, qui vendent directement sur un site internet et du coup qui peuvent proposer des prix moins chers parce qu'il n'y a pas de marge de distribution annexe. Mais nous, aujourd'hui, dans la phase de développement qu'on connaît, on est obligé de passer par ces réseaux de distribution qui permettent de développer la notoriété et la visibilité d'une marque comme la nôtre. Donc aujourd'hui, on est obligé de vendre un produit à minima à ce prix-là. Donc quand un consommateur achète un polo ou une marinière à manches longues à 115 €, à minima, elle doit être irréprochable. À minima, elle doit être jolie et irréprochable. Alors, quels sont les enjeux d'une marque de mode comme la nôtre en 2021 ? La première chose, c'est la désirabilité. On doit d'abord faire des produits attrayants et donc faire des visuels et mettre en avant la marque pour qu'elle soit désirable. La seconde partie, je viens d'en parler, c'est la visibilité. C'est développer la notoriété de la marque en multipliant les points de contact avec ses prospects, c'est-à-dire que la marque soit représentée dans le maximum de points de vente possibles sur un territoire donné, pour que le consommateur final, j'imagine qu'entre vous, dans cette assemblée, il y a assez peu de gens qui connaissent la marque Luminor, sauf les Bretons, et parce que vous n'avez pas été en contact avec la marque de façon assez régulière. Donc la visibilité est très importante pour nous. La disponibilité, donc il faut qu'on ait constitué un stock de produits suffisamment large et profond pour permettre le maximum de ventes directes sans rupture, ce qui est très compliqué parce qu'il faut anticiper les volumes, vous le connaissez très bien. Et ensuite, les deux derniers enjeux qui sont cruciaux, c'est premièrement la qualité et la durabilité. On vend des produits qui durent 25 ans ou 40 ans, donc on ne peut pas se permettre d'avoir des vêtements qui réduisent au premier lavage, par exemple. Et le dernier sujet qui vous touche plus particulièrement, c'est la traçabilité. Aujourd'hui, on est face à un consommateur qui n'accepte plus qu'on lui vende un produit sans justifier la provenance de toutes les étapes de fabrication. Et ça, on en est bien incapable aujourd'hui, en tant que marque fabricante, de pouvoir remonter la traçabilité de la chaîne jusqu'au point de départ, jusqu'à la culture de la fibre. Et le consommateur, aujourd'hui, le réclame de façon quasi constante. Donc c'est un sujet qu'il faut absolument qu'on aborde. Et tous ces éléments-là, tous ces enjeux permettent de justifier évidemment un prix de vente élevé qui est le seul gage de la rentabilité d'une entreprise comme la nôtre. Je rappelle que c'est vraiment une entreprise comme la nôtre qui fabrique en France et donc il y a les coûts de production que vous connaissez. Ce n'est pas le cas de toute l'industrie textile, bien sûr. Alors, un petit focus sur notre process de fabrication. Donc, on s'approvisionne en filets crus. Alors, nous, on achète du coton cardé pour la simple et bonne raison qu'on vend du Made in France et qu'en France, il n'y a pas de coton peigné. Donc, on achète du coton cardé. On le teint, on le tricote sur de la jauge 20, de la jauge 14, de la jauge 18 et de la jauge 28 pour le fil 1,24 open end. Et pour le fil 1,40, c'est sur la jauge 28 ou 18. Et ensuite, on le stabilise ou on l'ennoblit, c'est-à-dire qu'il est lavé pour éviter tout défaut après le montage. Nos fournisseurs, aujourd'hui, je suis très transparent, on en a quelques-uns. Sur le coton 1,24, donc le cardé, on achète à La Mouline, donc, qui est une filature française dans les Vosges. On le teint chez Le Père, dans les Pyrénées. Et pour les petits volumes, on achète chez Trifi Trofa.
Et sur le coton 1,40, donc qui est peigné, on l'achète au Portugal, donc chez Trifi, Mondifios, et un petit peu chez De Coster Collier en France. Alors, quelles sont nos problématiques aujourd'hui? On a une fibre qui est de plus en plus polluée. C'est-à-dire que, et j'ai une photo après, mais si on le voit ici, on a une fibre qui contient du polypropylène, et de manière très 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 régulière, après le tricotage, il nous arrive de trouver des petits bouts de fibres plastiques, comme vous le voyez à l'écran, qui sont entourés, et qui apparaissent une fois qu'on met le vêtement, enfin qui apparaissent, dont on peut se rendre compte qu'au dernier contrôle, au moment où on met le vêtement sous blister. Vous imaginez bien que c'est un peu trop tard. Donc ça, c'est un problème très 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 régulier. Alors on n'arrive pas à identifier la raison de l'apparition de cette fibre. On a un soupçon, en tout cas peut-être une explication, ce serait les sacs de récolte de coton qui sont broyés au moment du transport et que du coup les fibres se retrouvent au moment de la filature. Donc ça, c'est un vrai problème pour nous, et je ne suis pas du tout le seul à le connaître, puisque j'ai un petit peu échangé avec d'autres confrères en France, et c'est quelque chose qui est de plus en plus régulier, en tout cas qu'on voit de façon très régulière depuis 3 ou 4 ans. On a une fibre qui est de moins en moins résistante au tricotage. Les fibres sont de plus en plus courtes, donc elles cassent, donc on a des démaillages en série, et donc on a une rentabilité de notre production qui est réduite. On constate que la fibre est de plus en plus creuse. Alors ça, je ne sais pas vous expliquer pourquoi, mais quand on tricote cette fibre, elle est moins qualitative. On sent, pourtant on n'a pas du tout changé notre process d'approvisionnement, et on sent que depuis quelques années, et c'est aussi quelque chose qui est partagé avec des confrères français, on a une fibre qui se dégrade. Et on connaît des difficultés de stabilisation du coton, c'est-à-dire que, en fait, dans un même lot, les cotons ne vont pas réagir exactement de la même manière au traitement. Donc on va avoir des cotons qui vont réduire de 5 à 7%, et puis d'autres qui vont réduire de 15 à 20%. Donc en termes de prévision d'achat, c'est hyper compliqué, parce que du coup, vous ne savez pas du tout de combien la maille va se rétracter, et c'est surtout le principal problème. Donc là, c'était la photo de la pollution au polypropylène. Ça, c'est typiquement un retour client d'une marinière la semaine dernière qui a été tricotée, stabilisée. Premier lavage, la marinière vrille. Donc c'est la stabilisation qui n'est pas bonne. Alors est-ce que la stabilisation n'est pas bonne parce que la fibre est de moins bonne qualité? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un problème qu'on a de façon régulière. Et ce produit, elle l'a acheté 100 €. Donc vous imaginez que quand vous achetez un produit à 100 € et que la fibre vrille, que la maille vrille, pardon, c'est pas acceptable pour nous. Et ça, je vous ai fait un exemple hier. J'ai coupé un morceau de coton. La première photo, donc le tissu est stabilisé. C'est-à-dire qu'il revient de chez TAD, qui est notre enduiseur. Il a été tricoté, il a été stabilisé. Il revient sous la forme de rouleau avant la coupe. La deuxième photo, on a lavé le même panneau à 30 degrés et on l'a séché à l'air libre. Vous voyez, la rétractation, il perd 10 cm, entre 8 et 10 cm. Et la troisième photo, il y a le tissu 1 qui est le premier tissu, le tissu 2 qui est le lavage à 30 degrés, séchage à l'air libre, et le tissu 3, c'est un lavage en tambour, donc il perd encore de la hauteur. Alors ça, c'est un sujet qu'on est en train de traiter avec notre ennoblisseur. La réponse qu'il nous donne, c'est qu'il faut qu'on applique une résine de stabilisation qui permet de résister à 10 lavages. Ça veut dire qu'au 11e lavage, potentiellement, notre client peut avoir un produit qui se rétracte. Donc on ne sait pas si c'est la bonne solution. Donc voilà, bon, c'est juste pour vous présenter les problématiques qu'on connaît. Ça, c'en est une. Et c'en est une qui est assez prégnante parce qu'on a des retours clients de plus en plus réguliers. Alors, 3 autres petites problématiques, mais j'en ai déjà parlé d'une au moins, c'est la teinture. Alors la teinture, en fait, elle se fixe pas de la même façon sur les fibres de coton. Donc on a le noir, par exemple, dégorge très facilement. Alors ça, c'est des problèmes de teinture et de process chimique chinois, je crois. Mais le résultat, c'est que on n'arrive pas à stabiliser correctement nos fils en termes de teinture et on connaît des dégorgements assez réguliers. Donc
voilà, c'est une autre problématique qu'on connaît. La traçabilité, je vous en ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, on est incapable de justifier auprès de nos consommateurs finaux d'où vient le coton qu'on a utilisé pour fabriquer son vêtement, qui l'a cultivé, comment il a été ramassé. Et ça, c'est quelque chose auquel le consommateur est très, très, très sensible. Et ce que je disais donc en point 7, c'est que les clients sont aujourd'hui informés. En fait, on fait face à des consommateurs qui sont beaucoup plus informés qu'il y a 20 ans, qui connaissent tout est trouvable sur Internet, entre autres. Hein. Et donc, on ne peut pas se permettre de lui mentir, déjà, et on est obligé de pouvoir lui prouver la chaîne de valeur, la verticalité de la chaîne de valeur. Donc aujourd'hui, pour résumer, les besoins d'une industrie textile comme celle que je dirige aujourd'hui, c'est qu'on doit être capable de démontrer au consommateur final l'origine et les conditions de la culture de sa fibre et lui expliquer le nombre d'étapes et les lieux de réalisation de cette dernière avant que le coton ne se retrouve sous la forme de bobines écrues. Donc aujourd'hui, le mineur est capable de démontrer, et je vous l'ai montré avec le petit film qu'on vous a fait, toute la chaîne de fabrication à partir du moment où la bobine arrive à Guidel. Mais toute la phase amont, on n'est pas capable de la présenter ou de la justifier à notre client. Et donc ça, c'est un point central. Et enfin, le dernier sujet, c'est l'impact carbone de nos produits. Alors, nous, on achète du fil écru à la mouline, donc c'est en France. On le transporte jusqu'à Guidel pour le tricoter. Ensuite, on l'emmène à Roanne pour le stabiliser. Ensuite, il revient à Guidel pour être coupé et assemblé. Et ensuite, il part en Asie. Donc, en termes d'impact carbone, on n'est pas très bon. Et du coup, il faut absolument qu'on puisse justifier ça auprès de nos consommateurs aussi. Et en tout cas, qu'on puisse le quantifier. Donc aujourd'hui, une entreprise comme la nôtre, elle est attachée au coton. C'est quelque chose qui est très important pour nous. C'est qu'encore une fois, c'est 85% de notre production. C'est une fibre noble, c'est une fibre naturelle, c'est un très beau produit. On arrive à faire des produits absolument magnifiques en coton. Et on veut continuer à pouvoir développer et on a l'ambition de multiplier par 4 le chiffre d'affaires de notre entreprise dans les 5 prochaines années. Donc, a priori, on va augmenter par 4 les volumes, enfin, au moins. Donc, on va continuer à vouloir acheter du coton, mais il va falloir qu'on arrive à avoir des discussions peut-être plus régulières avec nos filateurs pour qu'ils puissent nous démontrer ou nous certifier la provenance de la fibre. Alors aujourd'hui, il y a une autre tendance dans l'industrie textile qui est la recherche de fibres alternatives. Une entreprise comme le Minor qui positionne ses produits sur un segment plutôt premium est obligée d'aller aussi regarder ce qui se passe ailleurs à part le coton. Donc il y a 2 fibres aujourd'hui qui nous intéressent, qui sont le lin et le chanvre, qui sont des fibres qui sont tricotables sur nos machines. Alors après, l'aspect du produit final n'a pas du tout le même rendu qu'un produit en coton. Donc on est vraiment au balbutiement de cette réflexion, mais c'est un sujet qu'on est en train d'aborder. Voilà. J'ai respecté le timing. Thierry, tu as le micro encore pour faire circuler les questions ? Merci Jérôme, c'était vraiment très très éclairant et un point de vue tout à fait nouveau. Et le temps que le micro circule, j'avais une question. Oui. Quand j'avais reçu la présentation il y a quelques jours, j'avais été étonné que tu montres ton coût de revient parce qu'on n'a pas beaucoup de... C'est rare d'avoir une telle transparence sur son activité, voir où sont les marges. Et c'est vrai que nous, en tant que cotonnier, on peut se dire... Quel est l'impact d'une hausse du prix du coton quand il ne représente que 4 ou 5% et si aujourd'hui on avait une matière première qui montait de 30%, quel serait l'impact dans la rentabilité de ton process et du produit fini ? Mais effectivement, le coton, il représente que 4% de mon prix de vente final. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas parlé de prix du coton. Donc aujourd'hui, je ne suis absolument pas impacté par le prix du coton, mais je pense que je suis une industrie un petit peu à part parce que je suis une industrie de mode haut de gamme. Donc en fait, c'est la raison pour laquelle il y a des markups de distribution importants et que le coton, in fine, représente assez peu
sur le prix de vente final. Donc aujourd'hui, si le prix augmente de 30%, je pense que je serai quand même obligé d'augmenter un petit peu mes prix de vente, mais pas de 30%. Ça, c'est sûr et certain. En revanche, je te donnerai probablement pas la même réponse si je suis H&M ou Zara. Je pense que les impacts d'une hausse du coton sur l'industrie textile pour des gros faiseurs sont complètement différents, parce que les marges sont peut-être plus faibles. Un markup de 2,5, c'est quand même important, et c'est spécifique à la distribution multimarque dans des réseaux de boutiques spécialisés. Je pense que dans les gros centres commerciaux ou les gros distributeurs comme H&M, Zara, enfin pour ne citer que, le markup doit être un petit peu plus faible, j'imagine. Donc l'impact d'une hausse va être beaucoup plus important. Voilà, alors première petite question, c'est d'abord, présentation fantastique. Où est-ce qu'on peut trouver à Deauville un t-shirt ou un pull de chez vous? Alors j'en ai dans ma voiture, mais pour l'instant, on fera ça en cash, absolument. Non, c'est uniquement sur Internet à Deauville. On n'a malheureusement pas encore de distributeur de nos produits. Okay. Ou plus, parce qu'il y en avait avant, mais il n'y en a plus. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. En fait, la grande question, on va dire, c'est au niveau de la traçabilité. Vous en avez beaucoup parlé, donc apparemment ça vous affecte, ça nous concerne directement. Qu'entendez-vous exactement par traçabilité? Parce que pour nous, on sait d'où vient, où va notre coton en fait. Donc quels éléments faudrait-il que nous apportions à nos filateurs, clients, qui vous remettent à vous, etc., pour compléter la chaîne? Alors, ce que j'ai compris, c'est qu'en discutant avec nos filateurs, ils nous expliquent qu'en fait, ils font des mélanges et qu'en fait, eux, aujourd'hui, ils sont incapables de nous dire ce qu'il y a dans la fibre qu'ils nous ont envoyée. C'est ça le problème, en fait. C'est que peut-être que vous transmettez des informations au filateur, mais alors l'information, elle est stoppée chez le filateur. Donc c'est une manque de volonté quelque part. Je ne saurais pas vous répondre de façon très franche. En tout cas, si vous transmettez l'information au filateur, il doit être capable de nous fournir cette traçabilité-là. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, vraiment, c'est clair que le consommateur n'acceptera plus qu'on lui vende un produit sans justifier la provenance. Aujourd'hui, je lui dis, mon coton, il vient de chez La Moline. Voilà, point. Mais comment est fabriqué mon coton je suis incapable de le dire. Moi, je soupçonne que le fournisseur de La Moline est dans la salle aujourd'hui. Je sais. Vous vous débrouillez avec lui. Merci pour la réponse, en tout cas. Il est où? Plus de questions? Merci beaucoup.